vite. Bien, donc on va commencer. Je vous souhaite la bienvenue on vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance. Et on est très heureux d'accueillir Marc Ouniadi, que je vais vous présenter brièvement. Mais avant cela, je rappellerai quelques grands enjeux de ce séminaire, donc, que nous menons avec Yann Spurk depuis 2 ans à présent. Dans ce séminaire, comme vous le savez peut-être, on se donne pour tâche principale de penser les crises, alors dans leur dimension à la fois politique, sociale, économique, écologique, avec un objectif qui est celui de forger un appareil critique qui soit susceptible de nous donner, de nous aider à discerner les émergences de sens et les avenirs possibles au sein de nos sociétés contemporaines, et ceci en essayant de penser et d'interroger les ordres institués et les représentations sociales dominantes qui s'expriment notamment au travers du néolibéralisme ou de certaines conceptions du progrès technologique qui nous laissent penser que nous serions en train d'évoluer vers de nouvelles formes de contribution et de collaboration ou d'intelligence collective. Pourtant, je dirais simplement que ces mêmes dynamiques côtoient des formes d'appauvrissement du sens, voire des formes de régression particulièrement aiguës, cela autant sur le plan politique, avec les formes d'autoritarisme et de repli identitaire qui se propagent à beaucoup d'endroits dans le monde, autant sur le plan politique donc que sur le plan culturel et social. Alors ces tensions sont bien sûr des défis pour la réflexion philosophique et pour la réflexion sociologique. Alors dans cet horizon de questionnement, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Marc Ouniadi, qui est professeur de philosophie morale et politique à l'Université de Louvain, qui travaille depuis de nombreuses années dans le sillage de la théorie critique. Il a notamment été le traducteur de 2 ouvrages d'Habermas, auprès duquel il a travaillé durant 2 ans. Ces ouvrages sont De l'éthique de la discussion, ainsi que Texte et contexte. Et il est également l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Je est un clone, paru aux éditions du Seuil en 2004, qui est un livre de bioéthique consacré en réalité à une métaéthique, c'est-à-dire au concept et raisonnement éthique. Je mentionnerai également Morale contextuelle, paru aux presses de l'Université Laval en 2008, ainsi que La tyrannie des modes de vie, donc ce livre, avec pour sous-titre sur le paradoxe moral de notre temps. Et j'avais pour ma part trouvé cet ouvrage très stimulant, très incisif, dans lequel Marc Ouniadi questionne les modes de vie qui sont en jeu dans nos environnements technologiques complexes, où l'on décèle ce que Marc Ouniadi désigne comme un paradoxe éthique, car c'est au moment où l'on assiste le plus à une inflation de la référence à l'éthique, à travers une multitude de chartes, de règlements, de labels, etc., que des modes de vie de plus en plus contraignants étendent leur emprise sur les individus, cela non sans créer une forme de neutralisation éthique du monde. C'est cette question de la neutralisation que nous retrouvons dans le titre de la conférence de ce soir de Marc Ouniadi, à savoir quelle tâche critique de la philosophie dans le contexte de la neutralisation libérale du monde. En lui redisant tout le plaisir que nous avons de l'accueillir, je lui cède la parole. Merci Pierre-Antoine, merci de m'avoir invité à parler parmi vous aujourd'hui. Alors, en regardant avec un peu de recul l'activité philosophique contemporaine dans le domaine qui est le mien, celui de la philosophie morale et politique, je ne peux m'empêcher de repenser à cette phrase du jeune Marx qui, dans une lettre à son ami Ruge, il est encore son ami, il a rompu une année après, c'est pas grave, dans une lettre à son ami Ruge en 1943, définissait l'activité philosophique comme étant, je cite, « la critique sans concession de tout état existant ». Et on peut aussi traduire par la critique sans prévention, c'est die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Alles Bestehenden, ça veut dire de tout état existant. Marx ne pensait évidemment pas aux seules infractions des droits de la personne, aux problèmes de racisme ou de discrimination ou d'injustice distributive qui nous accaparent tant aujourd'hui. Il pensait à une critique qu'on pouvait exercer à l'égard du monde en tant que tel,
de son état, de son cours, un monde jugé pour ce qu'il est, dans la totalité de ses composantes. Et je demande, où est passée aujourd'hui cette activité critique? Qui l'assume aujourd'hui? Qui est capable de produire un point de vue normatif susceptible d'englober tout état existant, c'est-à-dire le monde? Je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est le pape. C'est le seul. Pour le reste, il est certain que cette activité critique, au sens large, est abandonnée par la philosophie, ce qui veut dire identiquement que la philosophie, en particulier la philosophie morale et politique, a déserté le monde. Alors comprenez bien, personnellement je ne suis pas nostalgique d'une philosophie pontificale, si vous voulez, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis plutôt nostalgique et désireux d'une philosophie, des capacités, hein, d'une philosophie qui pourrait être authentiquement critique. La philosophie morale a donc déserté le monde, et elle l'a notamment fait par la parcellisation ou la fragmentation de son activité critique. Plutôt que d'envisager le monde dans son ensemble, l'éthique a bien plutôt fragmenté ses domaines d'objets: bioéthique, éthique médicale, éthique du handicap, éthique de la fin de vie, éthique de l'environnement, éthique animale, éthique de la recherche, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Telle est la voie que l'éthique de notre temps a choisie pour se retirer du monde. Le parcelliser, le fragmenter, l'atomiser, le pulvériser, littéralement l'analyser. Notre éthique est devenue analytique. C'est évidemment le moyen le plus sûr pour soustraire à tout questionnement de fond le monde lui-même et de permettre aux forces systémiques qui le gouvernent de se développer sans entrave. L'éthique d'aujourd'hui se mue ainsi en l'exact inverse du projet de critique générale rêvé par le jeune Marx, et se fait plutôt la complice enjouée de toute réalité existante, la complice du système. Donc, dans le contexte institutionnel d'aujourd'hui, critiquer veut dire en vérité tout mesurer à l'aune des droits de l'homme, vérifier que l'éthique libérale des droits individuels soit respectée, donc que d'une manière générale des torts ne soient pas infligés, que des discriminations soient évitées et la vie privée préservée. C'est ce que j'appelle dans mon livre que tu as eu la gentillesse de citer, la petite éthique libérale. C'est à cela que servent tous ces comités, chartes, règlements qui pullulent dans nos sociétés avancées, mais qui en réalité servent à valider ce qu'elles sont désormais impuissantes à critiquer. Je donne un exemple trivial. Dans le domaine médical, par exemple, on se soucie du consentement du patient qui doit signer un formulaire pour le moindre acte thérapeutique, et ce faisant, on respecte évidemment l'autonomie présumée du citoyen, qui est à la base de l'éthique libérale, mais on ne peut pas critiquer la déshumanisation globale de la médecine dans nos hôpitaux. Ceci n'est à l'agenda d'aucun comité d'éthique. Ils ne sont pas faits pour ça. Autre exemple, dans la gestion du risque, on brandit volontiers le principe de précaution pour éviter des dégâts trop importants ou déraisonnables, mais c'est pour mieux faire passer le dispositif technoscientifique dans son ensemble. Le principe de précaution ne sert pas à critiquer l'emprise technologique sur le monde, mais à l'améliorer. Mais c'est le domaine de la robotisation croissante de notre environnement social qui donne, je crois, l'image la plus saisissante de cette démission générale de l'éthique. Depuis que nous conversons avec des voix préenregistrées au téléphone, que nous obéissons au bip de notre ceinture de sécurité, nous ordonnant de la boucler, nous nous sommes accoutumés à un environnement peuplé de machines. Depuis que nous gérons notre vie relationnelle, professionnelle, intellectuelle, mais aussi quotidienne et administrative par ordinateur, cet environnement logarithmé nous est devenu naturel. Mais tout ceci n'est rien à côté du monde peuplé d'androïdes de toute espèce, dont on prédit qu'ils seront bientôt chargés d'accompagner nos vieillards, de garder nos enfants, de combattre l'ennemi, de régler la circulation, etc., veillant sur notre hygiène corporelle, notre équilibre diététique, etc. Ils pourront recruter le personnel en sélectionnant des CV ou être membres de conseils d'administration. Aucun
des exemples que j'ai cités n'est évidemment fictif. Le conseil d'administration, c'est une entreprise, je ne sais plus si je le cite dans le livre ou si je l'ai vu après, peu importe, une entreprise de Singapour qui a nommé à son conseil d'administration un robot, au titre que la quantité d'informations à gérer était tellement grande qu'aucun cerveau humain ne pouvait raisonnablement le faire. Il y avait qu'un robot. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas seulement nommé le robot conseil d'administration, ils lui ont donné un droit de vote. Ce qui, évidemment, je pense qu'on n'a pas insisté suffisamment sur le fait, sur les implications, au fond, anthropologiques de cette situation, qui veut dire simplement qu'il arrivera forcément, si on suit cette tendance, arrivera forcément un moment où les humains devront obéir à des décisions qu'ils ne comprennent pas, puisque le robot est là pour justement gérer des informations qu'on ne connaît pas. En tout cas, je crois que le capitalisme intelligent ne connaît guère de limites dès lors qu'il s'agit d'imaginer un monde technologiquement allégé des contraintes matérielles et corporelles qui nous enchaînent au monde. Et en tout cas, c'est le monde auquel on nous accoutume, peu à peu, jour après jour, invention par invention, annonce par annonce. Pensez au Google Glass, à la Google Car, à la Google Médecine, etc., etc. Certes, à chaque nouvelle mise sur le marché d'un robot de ce type, on se préoccupe de l'innocuité de la nouvelle invention, on crée des commissions pour garantir le respect informatique de nos vies privées, et on veille à ce que la sécurité des usagers finaux soit garantie. Mais justement, voici le problème. Alors même que les règlements éthiques se multiplient, on ne peut plus traiter de la question fondamentale, de la question de savoir si c'est bien là le monde que nous voulons, un monde peuplé de robots, si ce mode de vie est bien celui que nous choisirions, un mode de vie fait d'interaction avec des cerveaux programmés, si cette société est bien celle que nous souhaiterions, une société où l'on abandonne les plus vulnérables, vieillards, enfants, malades, aux machines, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Voilà donc une illustration spectaculaire du paradoxe éthique sous lequel nous vivons. Dans le respect éthique des droits individuels, on nous prépare un monde qui est peut-être éthiquement détestable et socialement pathologique. Cela veut dire que tout en respectant parfaitement l'éthique des droits individuels, cette petite éthique, nous participons en fait à la construction d'un monde qui pourrait être parfaitement indésirable du point de vue de notre vie sociale. Un monde éthique juste, mais socialement pathologique. Et donc, on assiste au fond à un découplage entre nos préoccupations éthiques, qui sont guidées par la petite éthique, si vous voulez, et le cours du monde, que nos préoccupations éthiques n'affectent pas du tout. Par exemple, il me semble que c'est un problème majeur pour la théorie libérale, j'y reviendrai très rapidement. On pourrait avoir un monde parfaitement juste d'un point de vue rawlsien, mais néanmoins détestable du point de vue de notre vie sociale. Ainsi, comme je l'ai dit, la robotisation croissante de notre environnement social peut se dérouler dans le respect parfait de l'éthique libérale, rawlsienne ou autre. Mais un monde où la majorité des interactions sociales se dérouleraient avec des machines et des robots ne serait-il pas un monde détestable? Et je crois que le point de vue rawlsien est parfaitement acritique, non critique, acritique, sur le cours du monde et sur les modes de vie qui nous imposent. Et ce paradoxe a quelque chose, me semble-t-il, de tragique dès lors qu'on nous présente l'avancée de ce monde technologique simultanément comme étant inéluctable. Donc l'éthique libérale ou la petite éthique fait plus que de simplement permettre le déploiement mécanique du système. Elle y a une part active, en permettant de blanchir éthiquement un monde dont on se garde bien d'interroger la qualité éthique en général. Lorsqu'on songe que l'entreprise Google s'est dotée d'un comité d'éthique, au moment même où l'année dernière elle a acquis pour $1 demi-milliard un laboratoire d'intelligence artificielle, on voit l'immensité du paradoxe que j'ai en vue. Car il est évidemment impossible que ce prétendu comité d'éthique critique éthiquement le projet même auquel Ray Kurzweil s'est attelé. Kurzweil est l'ingénieur-chef de Google et c'est par ailleurs un post-humaniste militant qui utilise donc Google à ses fins post-humanistes. Il ne s'en cache pas, hein, ce n'est pas un secret que je révèle, vous
pouvez vérifier, vous tapez Kurzweil, ça sort immédiatement. Bon, en tout cas, il me semble que, aussi avec ce bourgeonnement des institutions éthiques, des comités d'éthique, etc., que je mentionnais tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout d'attendre de ces comités qu'ils soient critiques du système. Tout au contraire, on attend d'eux qu'ils le rendent incritiquable. Il s'agit de blanchir éthiquement un projet qui est en lui-même soustrait à toute critique possible. Alors, ceci constitue à la fois mon constat de départ et une thèse importante sur nos sociétés d'aujourd'hui. L'éthique individualiste libérale et toutes les institutions qui l'incarnent et la soutiennent, cette éthique donc, centrée sur l'évitement des torts, cette petite éthique, constitue le facteur immatériel le plus important de la reproduction matérielle de nos sociétés. La petite éthique constitue le facteur immatériel le plus important de la reproduction matérielle de notre société. Loin d'être un outil de critique ou de questionnement du système, l'éthique libérale favorise, fluidifie et garantit sa reproduction. C'est là, à mon sens, un point essentiel, mais négligé dans la théorie sociale, la complicité objective de l'éthique libérale avec la reproduction du système. Et ces deux phénomènes sont dans un rapport de causalité. C'est parce qu'on se focalise exclusivement sur l'éthique des droits individuels que les modes de vie peuvent s'imposer à tous aveuglément. Or, cette dépossession de nos modes de vie a son origine dans le dogme libéral de la séparation du public et du privé. Car si nous ne pouvons rien dire sur ces modes de vie et leur emprise, c'est parce que nous tenons strictement séparés les sphères privées et les sphères publiques. La sphère publique, comme on le voit encore exemplairement chez Rawls, est gouvernée par un principe de neutralité qui empêche qu'on puisse publiquement imposer de façon délibérée une certaine conception du bien. Or, les modes de vie qui s'imposent de manière non délibérée, précisément, sont justement quelque chose de global, de collectif, de commun. Nos choix de vie individuels ne peuvent les influencer. Il n'y a plus d'éthique globale, d'éthique du monde dans son ensemble, parce que l'éthique s'est restreinte, telle une peau de chagrin, à l'éthique des droits individuels et la politique à leur juste distribution. Ce que cette éthique libérale a perdu, c'est donc ce pouvoir de critique générale dont parlait avec fougue le jeune Marx. De sorte que l'éthique des droits individuels se rend objectivement complice de la reproduction aveugle du système qui dès lors se déploie par-dessus la tête des individus. C'est cela qui fait de l'éthique d'aujourd'hui un véritable opérateur paradoxal. Favorisant l'accès de chacun à tout un ensemble de droits individuels, devant nous permettre d'habiter le monde selon nos préférences respectives, elle nous rend simultanément étrangers au monde que nous devons habiter. Le développement des droits va donc de pair avec une neutralisation éthique du monde. Le fractionnement de l'éthique favorise la reproduction aveugle et silencieuse d'un monde que l'éthique a déserté. Les deux choses, l'éthique restreinte aux droits individuels et l'emprise des systèmes sur les individus, se renforcent réciproquement depuis toujours, et ce n'est évidemment pas un hasard si elles sont historiquement co-originaires, à l'orée des révolutions françaises et américaines. Tout se passe comme si elles étaient taillées à la mesure l'une de l'autre, faites l'une pour l'autre, comme la procédure de divorce pour les avocats. De sorte qu'il apparaît clairement aujourd'hui que ce qui se manifeste comme la victoire de l'individu signe en réalité la victoire du système, qui a façonné l'individu à son image et à son profit. À l'universalité proclamée des droits humains correspond la globalisation effective de systèmes inhumains. Pour désigner ce qui s'impose ainsi à nous et qui nous affecte si fortement, j'ai utilisé l'expression mode de vie, qui est au cœur de mon diagnostic. Je donne à ce terme de mode de vie un sens légèrement différent de celui qu'il a dans son sens courant. Il désigne pour moi, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais il désigne pour moi des attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Des attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Ainsi, par exemple, on attend de nous que nous gagnions notre vie en travaillant.
C'est une attente que le système nous impose. Et on voit bien d'ailleurs, soit dit en parenthèse, les résistances incroyables, invraisemblables, auxquelles se heurte toute contestation de cette attente de comportement. Je pense ici à la proposition de Benoît Hamon d'établir un revenu universel, dont le principe est effectivement de découpler le revenu du travail, donc de rendre le travail facultatif. Bon. Donc on n'aura plus besoin de travailler, au sens actuel, pour gagner sa vie. Bon, vous voyez la montagne à laquelle il se heurte. Pourquoi? Parce que c'est une attente de comportement extrêmement forte produite par le système, à laquelle on est complètement accoutumé, à laquelle que nous avons intériorisé en quelque sorte, et qui se heurte par conséquent des résistances très très fortes. Mais donc, on attend de nous c'est ça que j'appelle un mode de vie, il y a une attente de comportement, donc par exemple cette attente-là, mais aussi on attend de nous que nous soyons efficaces, qu'on sache s'orienter dans notre environnement technologique, qu'on ait d'une manière générale un comportement rationnel en fonction d'une fin et qu'on se conforme aux rôles qui nous sont imposés, au mode de consommation, à la manière d'être soigné, d'être aimé ou d'être éduqué. Ce sont là des attentes qui s'imposent objectivement, c'est-à-dire indépendamment des préférences des acteurs. Et donc, ce sont là des attentes très générales de comportement, étant entendu, mais ça je ne vais pas le développer ici, parce que c'est un tout autre sujet, que en réalité, ce qui vaut à ce niveau de généralité, ces attentes très générales de comportement, vaut aussi pour moi au niveau infime, je dirais, de toute coordination sociale, de la moindre coordination sociale. Les attentes de comportement sont, me semble-t-il, un élément essentiel de la philosophie sociale et du lien social. On ne pourrait pas faire le moindre acte social si on ne pouvait pas compter sur la manière dont les autres vont se comporter. Et donc il y a, à mon sens, si vous voulez, dans cette notion d'attente de comportement, quelque chose de tout à fait fondamental qui est comme, si vous voulez, le lien atomique de l'ordre social. Vous voyez bon, je ne veux pas développer ça ici. Mais donc, voilà, j'appelle donc mode de vie ces attentes de comportement très générales qui s'imposent objectivement à nous, qui s'imposent objectivement aux acteurs. Alors par exemple, à l'inverse, faire des achats sur Internet, utiliser la télévision comme babysitter, aller en vacances à Ibiza, ne sont pas ce que j'appelle moi des attentes, des modes de vie, pour la raison simple que ce ne sont pas des attentes de comportement exigibles par le système. Personne n'exige de vous d'aller acheter vos meubles chez Ikea ou d'aller à Ibiza, naturellement. Ce sont là des pratiques qui sont rendues possibles, et des pratiques que l'on effectue effectivement, si je puis dire, évidemment, mais ce sont des pratiques qui sont rendues possibles par un certain état du développement technique et culturel du système, des pratiques que beaucoup effectivement adoptent par confort, par conformisme, par manque d'imagination, par paresse, par plaisir aussi peut-être. Et ces pratiques sont effectivement, à bien des égards, caractéristiques d'une époque. Mais ce ne sont pas des attentes de comportement. Encore une fois, les modes de vie, dans ce sens spécifique, ne disent pas ce que les acteurs font, mais ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent. J'appelle donc mode de vie ces attentes générales de comportement durablement imposées aux individus par le système. En outre, je distingue ces modes de vie des styles de vie qui sont une manière de décliner subjectivement ces modes de vie objectifs. Par exemple, en choisissant le slow food contre le fast food, la frugalité plutôt que le consumérisme ambiant, etc. Ces styles de vie sont un choix de vie individuel dans un contexte objectif qui ne dépend pas de ces choix individuels. C'est pour ça qu'il est essentiel de caractériser les modes de vie comme des attentes de comportement, pas comme les comportements effectifs, mais comme des attentes de comportement qui pèsent sur les acteurs. Parce que ces modes de vie ne déterminent pas les acteurs, mais les contraignent ou les conditionnent à agir durablement de telle ou telle manière, tout en leur laissant individuellement une certaine marge de manœuvre. Le mode de vie est en quelque sorte la face vécue du système par les acteurs, la face vécue du système par les acteurs, la zone de contact par laquelle ils assurent leur intégration sociale, puisque s'intégrer à la société, c'est adopter ces modes de vie, c'est savoir répondre à ces attentes de comportement. Et donc, ce qui, dans ce modèle,
au fond, ce qui est déterminé, ce ne sont pas les acteurs, mais les modes de vie qui, eux, dépendent mécaniquement du système. Et c'est pourquoi ils échappent aux acteurs, quand bien même ceux-ci se proclament démocratiques. Je vous en donne un autre exemple qui me semble caractéristique de la mécanique par laquelle s'imposent les modes de vie. Et ce, malgré toute notre armature des droits individuels. Cet exemple, c'est celui du modèle de l'évaluation, tel qu'il s'est imposé dans le monde du travail, puis de proche en proche dans tous les domaines de la vie sociale. Eh bien, ce modèle de l'évaluation est devenu précisément un véritable mode de vie, une attente que tous les travailleurs, puis tous les individus ont intériorisée. D'autant plus intériorisée que s'est installée une certaine réciprocité des rôles, chacun d'entre nous étant plus ou moins appelé au cours de son existence sociale à être tantôt évalué, tantôt évaluateur. La contrainte qu'exerce sur les individus l'évaluation quantifiée de chacune de leurs performances à travers le management par objectif, par exemple, ainsi que la manière dont ce modèle s'est silencieusement imposé comme l'outil principal du management d'entreprise, puis de la gouvernance sociale, sont typiques de l'emprise anonyme, en quelque sorte, qu'exercent les modes de vie. Qui, aujourd'hui, peut y échapper? Les médecins sont contrôlés par la sécurité sociale, les employés sont évalués par leurs managers, les managers par leurs patrons, ou N+1, les N-patrons par leurs actionnaires, les démocraties émergentes par le FMI. Les enseignants sont évalués par leurs étudiants, les profs par leurs universités, et les universités par les Chinois. On nous demande un indice de satisfaction à la sortie des toilettes d'aéroport ou des bureaux de poste. Facebook et les réseaux sociaux fonctionnent sur la logique binaire, même pas graduée, du like ou pas. Les entreprises d'aviation font des enquêtes d'évaluation détaillées sur leurs services, etc., etc. Partout, la qualité doit s'exprimer en quantité. Le chiffre est devenu une seconde nature. Il a installé sa cage de fer, imposant aux individus un mode de vie que personne n'a choisi, mais que tout le monde subit. J'ajoute que le nouveau modèle économique de l'ubérisation est intrinsèquement lié à l'évaluation chiffrée, puisque là, ce sont les usagers qui, par ce moyen, exercent entre eux le contrôle du service mis sur le marché. Qu'une telle évolution qui nous impose ce mode de vie soit directement tributaire du système, c'est Alain Supiot qui le montre de façon éclatante dans son dernier livre qui s'appelle « La gouvernance par les nombres », livre que je trouve tout à fait remarquable. Il montre en effet combien le management par objectif, donc la gouvernance par les nombres, donc l'organisation scientifique du travail et de proche en proche de la société tout entière, combien donc le paradigme général de la quantification a étendu son emprise sur tout le spectre de la réalité sociale, de la vie individuelle à la régulation sociale en général. En effet, au niveau micro, si vous voulez, de l'individu, on a inscrit le nombre dans la chair même des travailleurs, un mot au demeurant qu'on n'emploie plus, ce sont des parties prenantes constituant une ressource humaine, considérée dans la comptabilité comme un passif et une charge. Et au niveau macro de la société, la gouvernance par les nombres tend d'une manière générale à supplanter le gouvernement par les lois, ce qui modifie du tout au tout notre rapport au droit et à la normativité en général. C'est ça le grand sujet du livre de Supiot. Bon. Ce mécanisme, ce que j'appelle le paradoxe moral de notre temps, est à la fois paradoxal, donc, et de longue portée, parce qu'il veut dire que nos libertés démocratiques engendrent en réalité un monde que nous subissons sans l'avoir en rien choisi, que nous produisons par l'exercice même de nos libertés, un monde qui s'impose à nous comme une cage de fer, que nos droits démocratiques se retournent comme un ruban de Möbius en tyrannie des modes de vie. Voilà une chose que la petite éthique du libéralisme classique, de Locke à Rawls, a complètement ignorée. Cela veut dire, entre autres choses, que le libéralisme politique nous condamne à une sorte de schizophrénie démocratique, qui n'est autre qu'une aliénation par les modes de vie. Tandis que la société promeut les libertés individuelles
de manière à ce que chacun puisse satisfaire ses préférences, les individus qui en sont porteurs de ces droits, sont dépossédés de leur monde, sont sommés de se plier comme à un destin au mode de vie non voulu qui en résulte. Maintenant, toute cette tendance au dessaisissement, à la dépossession, alimentée par ce que j'appelle la petite éthique, et donc qui contribue donc à la fragmentation éthique du monde et à sa neutralisation, la neutralisation éthique du monde aussi, toute cette tendance, tout ce mouvement est encore amplifié par l'extension de l'industrie numérique, qui vise à prendre possession de tous les domaines de notre existence. Je partage sur ce point les analyses d'Éric Sadin, auteur de notamment 2 livres, il en a fait, enfin ses 2 derniers livres, c'est La vie algorithmique et la silicolonisation du monde. Donc les analyses d'Éric Sadin ou de Bernard Stiegler, notamment de ses 2 derniers livres, La société automatique et Dans la disruption. Ce que je ne partage pas avec eux, et j'y viendrai à l'instant, ce sont les propositions normatives qu'ils font pour sortir de cette situation. Mais ce que je partage tout à fait, c'est au fond le fait que dans la lignée de Jacques Ellul, par exemple, qui a eu des visions très très prophétiques, tout à fait extraordinaires à vrai dire, parce que quand on pense qu'il a écrit un grand livre qui s'appelle... là j'oublie tout d'un coup le système technique. Oui, il y avait le bluff, mais je pense à un autre, mais peu importe, il en a écrit. Le système technicien sans doute. Voilà, dans les années 70, il a des visions, des pages entières de prémonitions sur ce qu'on appelle aujourd'hui la vie algorithmique. C'est tout à fait saisissant, alors que les ordinateurs portables n'étaient absolument pas sur le marché. Donc chapeau à Ellul, mais donc dans la lignée d'Ellul, dans la lignée d'Hannah Arendt aussi, qui a eu des visions extrêmement prophétiques sur ce qu'elle appelle d'ailleurs elle-même la société automatique. Stiegler ne le dit pas, mais en tout cas on retrouve l'expression chez Hannah Arendt, et de Foucault, et de Marcuse aussi. Donc ce avec quoi je suis d'accord, c'est cette dénonciation que tous ces auteurs prémonitoires, si vous voulez, partagent, et donc Sadin et Stiegler aujourd'hui, qui dénoncent donc l'automatisation de la société, qui va irrémédiablement de pair avec une automatisation de l'homme. Je vais dire 2 mots sur ces 2 auteurs, Stiegler d'abord et Sadin, parce que les 2 dénoncent cette automatisation, au fond, et diagnostiquent cette automatisation, mais selon des perspectives qui sont très différentes. Stiegler, lui, Bernard Stiegler, montre sur une base phénoménologique comment la numérisation tend à détruire ce qu'il appelle la vie noétique, donc la vie de l'esprit. Et sur ce point, la grande originalité de l'approche de Stiegler est d'aborder les technologies de l'information non pas comme un système à combattre au nom de telle ou telle valeur, mais de l'aborder à travers l'impact qu'il a sur notre expérience. Expérience au sens phénoménologique, du vécu. La manière dont nous éprouvons le vécu. Et en particulier à travers la manière dont ces industries numériques affectent la structure temporelle de notre expérience intime. En 2 mots là-dessus, en héritier de Husserl, Stiegler montre que notre expérience temporelle, donc la manière dont nous vivons le temps, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec la phénoménologie, donc je vais dire des choses assez simples, mais qui reflètent quand même ce que veut dire Stiegler. Donc, il veut montrer que notre expérience temporelle est faite de choses de rétention et de protention. C'est-à-dire de rétention, c'est-à-dire de choses que l'on retient. Et il y a 3 types de rétention pour Stiegler, Husserl, si vous voulez. Les rétentions primaires. Alors, rétention primaire, c'est simplement le fait, c'est le présent continué, c'est-à-dire que pour comprendre ma phrase, vous avez besoin de vous rappeler le début de ma phrase. C'est comme pour un air de musique. Pour reconnaître un air de musique, voilà, il y a une espèce de présent continué. C'est ce qu'on appelle une rétention primaire en phénoménologie. Il y a des rétentions secondaires, qui sont celles de nos souvenirs, le stock de vos souvenirs. Si je vous demande maintenant de vous rappeler un souvenir de vacances, eh bien voilà, vous allez puiser dans le stock de vos souvenirs. C'est ce qu'on appelle une rétention secondaire. Et enfin, les rétentions tertiaires, c'est toutes les rétentions qui sont déposées sur des supports matériels.
l'écriture, par exemple, est une rétention tertiaire, parce qu'on a un support matériel qui nous permet de nous rappeler les choses, etc. Les photos, voilà, tout ça, ce sont des rétentions tertiaires. Or, et voilà ce qu'il montre, c'est que depuis peu, ces rétentions tertiaires sont devenues numériques. C'est-à-dire que les supports sur lesquels on dépose nos rétentions, eh bien, sont devenus numériques. Et cela a un impact anthropologique majeur qui modifie radicalement notre rapport aux protensions, c'est-à-dire non pas à ce qu'on retient, mais à ce qu'on vise dans le futur, vers l'avenir que l'on attend ou que l'on projette en désir, en souhait, en imagination ou en rêve. Pourquoi? Parce que, montre-t-il, je ne montre pas le détail, mais enfin c'est ça sa thèse, il montre qu'en fait, le fait que ces supports soient numériques et que tout soit stocké, que toutes les informations soient stockées, fait que, en fait, ces dispositifs numériques, au fond, visent à abolir, tendanciellement à abolir, à réduire en tout cas, voire à abolir tendanciellement la distance qui sépare les rétentions des protensions. Que par exemple, quand avec les cookies, on vous propose immédiatement des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, en fait, sur le moment. Hein, c'est le dispositif numérique qui en fait vous propose un désir et vous propose de cliquer parce qu'il y a 2 mois vous avez cherché une paire de chaussures et que à 20 mètres du lieu dont vous êtes géolocalisé, vous trouverez la même paire de chaussures, etc. Et donc voilà, la thèse de Stigler, c'est de dire que cette rapidité numérique, cette automaticité numérique fait que la distance la distance noétique de l'esprit entre nos rétentions et nos protentions vise à s'abolir. Et c'est comme ça qu'on crée des hommes automatiques. Hein, parce que dans le désir, il y a toute cette épaisseur du désir qui fait que on désire quelque chose, ça prend du temps, on peut se tromper, on peut errer, on peut chercher, on peut, etc. Il y a toute une épaisseur anthropologique, noétique si vous voulez, hein, du désir. Le désir, il est suscité, il faut le créer, etc. Et là, on veut, en fait, les dispositifs numériques veulent l'abolir, créant ainsi une espèce d'homme automatique, d'où l'idée d'un psychopouvoir du numérique, créant des êtres automatiques et, de proche en proche, évidemment, une société automatique où on sera là qu'à réagir, au fond, à rétroagir à des sollicitations qui nous viennent du numérique. Bon, quoi qu'il en soit, donc, je voulais juste m'étendre un tout petit peu là-dessus pour montrer que vraiment l'approche de Stigler, elle est phénoménologique au sens où elle approche la critique du système numérique à travers l'expérience intime que nous faisons, en l'occurrence, du temps. Et donc, précisément, ce qui, pour lui, distingue ces technologies numériques des technologies traditionnelles, c'est cette substitution progressive, tendancielle, de ces dispositifs numériques à notre expérience noétique. Il y a une espèce d'immixtion, si vous voulez, dans la subjectivité. Et ça, c'est effectivement, me semble-t-il, un marqueur, disons, très important pour les nouvelles technologies, pour démarquer les nouvelles technologies des technologies traditionnelles. Par exemple, vous voyez, les Google Glass veulent épouser notre expérience perceptive, épouser notre expérience perceptive, n'est-ce pas, visuelle, en augmentant la réalité. Bon, c'est une manière quand même de faire corps, évidemment, avec notre expérience subjective. Et oui, problème supplémentaire, c'est que toutes les données, tous ces appareils connectés qui augmentent notre perception sont donc connectés et donc produisent des informations, produisent des données. Hein. Et donc, ces données sont produites en quelque sorte à même le vécu de notre expérience, ce qui est encore décuplé par le phénomène de la géolocalisation. Et donc le problème, c'est que de toutes ces informations, nous sommes immédiatement dépossédés. Parce que le phénomène fascinant dans cette histoire, c'est que on crée des données, certes, mais ce sont des données qui sont en telle masse hein, qu'il n'y a que des machines, des algorithmes qui peuvent traiter ça. Hein. Il n'y a personne en particulier chez Facebook qui traite de vos informations, évidemment. Tout ça est traité automatiquement par des algorithmes. Si on pense que, par exemple, sur Facebook,
il y a 3,5 millions de photos par jour qui passent. Vous voyez bien que ça ne peut être l'objet que d'un traitement automatique. Donc on est immédiatement, toutes ces données sont immédiatement siphonnées, si je puis dire, par des dispositifs algorithmés, numériques. Et donc, toute cette extension du numérique et tous ces phénomènes, évidemment, augmentent, amplifient prodigieusement la reproduction du système. Et donc, l'idée générale ici de toutes ces analyses est toujours la même, c'est qu'au fond, et nous adhérons, mais ça c'est une autre facette, enfin je ne veux pas développer tout ça, mais nous adhérons à ce système. Donc c'est particulièrement redoutable parce qu'évidemment le système agit sur notre plaisir, sur ce que Spinoza appelait les affects joyeux. Hein, ça produit des affects joyeux parce que tout le monde sait qu'il y a une certaine jouissance à utiliser un smartphone, avoir toutes les informations à disposition, etc. etc. Hein, donc c'est pas une torture qui nous est imposée. Donc nous y adhérons passivement et joyeusement, mais du coup l'idée au fond, chez Stigler est toujours la même, et je la partage, c'est que le système a réussi à faire de nous des agents producteurs de notre propre schizophrénie. En ce qui concerne Éric Sadin, j'aimerais m'étendre un peu sur Éric Sadin. Lui, il a une approche différente. Lui, c'est pas du tout un phénoménologue. Il analyse et dénonce surtout ce qu'il a en vue, lui, ce sont les mécanismes colonisateurs qui opèrent à partir de la Silicon Valley, justement. Et il montre toute la logique et toute la stratégie qui gouverne à ces mécanismes. Il montre comment la production des big data, à travers tous les dispositifs connectés, alimente ce qu'il appelle le technolibéralisme, et comment il entend tirer profit de tous nos gestes pour mieux contrôler les comportements au sein d'une société devenue purement fonctionnelle. Donc, en fait, Sadin décrit, ce qu'il veut décrire, c'est la colonisation de la vie par le capitalisme. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont la technique, l'économique et le politique participent de concert à la marchandisation intégrale de la vie. C'est ça son projet. Montrer tous les mécanismes qui contribuent à la marchandisation intégrale de la vie. Il parle d'une industrie de la vie. Et il en fait donc une analyse sociétale et civilisationnelle en termes avant tout politiques, parce qu'il montre combien ce mécanisme, au fond, contribue à l'érosion de la démocratie. Je ne vais pas résumer les thèses de Sadin, elles sont d'ailleurs assez foisonnantes, etc., mais j'aimerais insister sur un désaccord que j'ai sur le constat lui-même, et plus exactement sur la description même de l'entreprise du numérique, de l'industrie du numérique. À mon sens, et conformément à une analyse par les modes de vie, l'emprise du numérique sur les individus ne doit pas être représentée comme celle d'une main intrusive qui viendrait à notre insu prendre le contrôle de notre psyché individuelle, comme on peut prendre à distance le contrôle d'un ordinateur. C'est pourtant l'image, la vision, l'image que suscite Sadin en parlant, par exemple, je vais citer en vrac ici une série d'expressions qu'il emploie. Il parle de piloter le cours de la vie. Il parle de guidage robotisé des gestes, de perte d'autonomie, d'hétéronomie croissante, d'automatisation personnalisée de la gestion de nos besoins, de dépossession de soi, de dessaisissement de la décision, de dessaisissement de la faculté à se déterminer en pleine conscience des choses, de neutralisation de la spontanéité naturelle. Il parle de systèmes qui contribuent, je cite, à nous défaire de notre libre jugement et de notre capacité singulière d'action. Il parle encore de guidage de la décision humaine, tout ça sont des citations naturellement. Toutes ces expressions suggèrent une intrusion directe du système numérique dans la vie psychique de l'individu, comme si la main farfouilleuse des algorithmes se substituait insensiblement à la liberté et à l'autonomie de la vie de l'esprit. Mais je crois que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Et toutes les images qui le suggéreraient doivent être évitées. Il est vrai que la réduction du monde à des données, et
ce qu'il appelle l'accompagnement algorithmique de la vie qui s'ensuit, impacte en profondeur la vie psychique de l'individu et entraîne de ce fait, sans doute, des conséquences anthropologiques de longue portée. Parce que, comme le notait Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, tout ce que les hommes créent et inventent se transforme de ce fait même en condition de leur existence, disait-elle. Par conséquent, pour ce qui est du monde technique, je cite Arendt, l'homme s'est adapté à un milieu de machines dès le moment où il les a inventées. Donc les machines deviennent immédiatement conditions de notre existence. Bon, les évolutions actuelles n'échappent évidemment pas à cette règle. Le numérique crée des humains qui s'ajustent au monde numérique, puisque celui-ci devient partie intégrante de leurs conditions. Et d'une manière générale, tout ce qui change la condition humaine transforme dans le même mouvement la subjectivité elle-même. Ceci n'est pas contestable. Mais, même pour un système aussi intrusif que celui du numérique, cette transformation ne nous met néanmoins pas en pilote automatique, comme si tout à coup quelqu'un d'autre prenait le pouvoir de notre vie intérieure, sur le mode d'un putsch, en quelque sorte. La véritable toile d'araignée algorithmique qui se tisse autour du monde ne s'empare pas directement des esprits. Elle impose plutôt aux individus des attentes de comportement telles qu'il leur est de plus en plus difficile, à vrai dire quasiment impossible, de s'y soustraire. Ce qui nous conditionne, ce sont les modes de vie, au sens que j'ai donné à ce terme, c'est-à-dire les attentes qui pèsent sur nous et que la toile algorithmique nous impose avec d'autant plus de facilité que nous avons tendance à y acquiescer spontanément, parfois dans la joie, parfois par résignation, parfois par simple insouciance ou ignorance de ce qui est en jeu. Le capitalisme intelligent s'est usé de toutes les ruses cognitives et libidinales pour nous faire servir une fin qui nous dépasse. Celle de nous imposer une industrie de la vie et finalement une automatisation de la vie qui satisfait les intérêts du système, pas ceux de la vie. Mais cette emprise n'agit pas, ou pas encore, en tout cas, parce qu'aucune évolution évidemment n'a été exclue, cette emprise n'agit pas par une prise de pouvoir directe sur les individus. La mécanique de sa tyrannie passe plutôt par l'imposition généralisée d'attentes de comportement auxquelles les individus sont fortement incités, parfois obligés de se conformer. On ne peut plus aujourd'hui échapper à l'usage du courrier électronique, qui est pourtant le plus grand producteur de données personnelles dans le système. Personne ne peut se soustraire à tous les processus de quantification auxquels les individus sont soumis en permanence, qu'ils le veuillent ou non. Nombre de biens sociaux ne sont plus accessibles que par Internet, des formulaires d'inscription, des réservations, etc. Nul n'échappe à la vie connectée qui contribue à cartographier nos pratiques pour servir une économie des comportements, comme on l'appelle. Mais tous ces dispositifs n'agissent pas par mainmise sur nos esprits. Ils induisent plutôt des comportements en générant automatiquement des attentes auxquelles tout incite à se conformer. Mais comme ce sont des attentes, précisément, il est très important de voir que ce sont elles qui sont déterminées par le système et pas nos esprits. Car une attente ne nous détermine pas comme une cause. Elle conditionne les comportements, pousse à agir d'une certaine manière et oblige à lui répondre, fût-ce en s'en écartant. Mais subir de telles attentes, ce n'est pas encore subir le pouvoir de la main invasive qui prendrait les commandes de notre esprit. Cette distinction me semble capitale, non seulement du point de vue de la pertinence de la description du phénomène qui est en jeu, mais surtout dès lors qu'il s'agit d'envisager une politique du numérique. Car à situer faussement l'emprise du numérique sur nos vies, à mal identifier le lieu où elle s'exerce, on se trompe dans les réponses à lui opposer. C'est là, à mon sens, le point faible du livre de Sadin, par ailleurs extraordinairement riche et suggestif sur l'évolution vers cette vie algorithmique. Après avoir décrit en long et en large la portée civilisationnelle de ce mouvement de fond qui porte à une administration robotisée du monde et de la vie, il n'envisage comme réponse politique à lui opposer que le refus individuel des objets connectés qui envahissent notre quotidien, et de citer toute une liste d'appareils, de la télévision à la brosse à dents, si vous voulez, que nous devrions refuser
pour ne pas participer à la quantification généralisée, la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation algorithmique de la société. L'idée étant que, par sa capacité de non-achat, le consommateur pourrait inverser le rapport de force qui prévaut actuellement dans le monde silicolonisé. Mais c'est là, à mon sens, une illusion funeste et simpliste, qui résulte pour une grande part de son erreur de diagnostic. Car s'il s'agissait simplement de se protéger contre la main invasive, alors le refus individuel de la laisser entrer serait effectivement un début de solution, qu'il faudrait alors essayer de généraliser au plus grand nombre. Mais la numérisation et la quantification généralisée qui s'ensuit s'emparent plutôt de tout ce qui touche à notre condition, et plus précisément à nos modes de vie, en générant des attentes de comportement durables sur lesquelles nos attitudes individuelles n'ont aucune emprise ni aucun impact. Que l'on refuse d'utiliser un smartphone, ou que l'on refuse aux objets connectés, ou que l'on renonce, aux objets connectés, tout reste en l'état. Car, quelle que soit notre attitude de retrait, les attentes qui pèsent sur la société n'en seraient pas affectées. Une attente reste une attente, même si elle reste sans réponse. Et même si l'on arrivait à organiser, par exemple, un boycott mondial de tel ou tel objet connecté, cela n'aurait d'effet qu'à la marge, que le marché aurait tôt fait d'ailleurs de corriger. Ce dont nous sommes dessaisis, c'est de nos modes de vie et de l'ensemble des attentes qu'ils génèrent, qui sont pourtant ce qui nous affecte le plus dans notre existence sociale. La réponse politique à la silicolonisation du monde ne peut donc être une réponse qui agit, ne peut donc être qu'une réponse qui agit sur les attentes elles-mêmes, lesquelles continuent de prévaloir, quelle que soit notre réponse individuelle à leur égard, exactement comme la loi demeure valide, même si on l'ignore. C'est pourquoi une réponse politique doit agir au niveau des attentes générées par le système et non des comportements qu'il induit. Or, pour être à la hauteur du système, c'est d'une institution dont nous avons besoin, car seule une institution est capable d'organiser et de valider un agir commun qui puisse faire loi au niveau du système lui-même. L'agir individuel est certes héroïque, et Sadin propose au fond une morale de l'héroïsme numérique, mais il est politiquement condamné à rester désespérément vain tant qu'on ne parvient pas à atteindre l'opérateur principal de la reproduction du système silicolonial, à savoir les attentes de comportement qui s'imposent unilatéralement aux membres de la société. Toute réponse politique qui se veut efficace et réaliste devra activer son imagination institutionnelle, une catégorie politique importante. Catégorie politique d'ailleurs, l'imagination institutionnelle dont Marx était par ailleurs totalement dépourvu. Mais donc, il faudra activer notre imagination institutionnelle pour travailler sur la question de la forme à donner à une telle institution. En cette matière, l'irréalisme et l'idéalisme se trouvent plutôt du côté de ceux qui pensent pouvoir changer les choses en exhortant les bonnes âmes à modifier leur attitude individuelle face au rouleau compresseur de la numérisation du monde. Le défi éthique de se réapproprier les modes de vie est donc identiquement un défi politique. Sans l'instauration d'une institution politique, le système continuera à reproduire et amplifier les conditions de sa domination. Une telle institution devra être le lieu d'un agir commun, le lieu où peut se former une volonté commune, orientée vers le monde, et non vers les principes individualistes que défendent aujourd'hui les comités d'éthique. J'ai encore 5 minutes? Ça va? 5-10 minutes. Pour conclure sur cette notion d'institution. Puisque le système se reproduit par fragmentation, seule une institution du commun, ou l'instauration d'institutions du commun, pourra le défragmenter.
Sur la question de ces institutions, une foule de scénarios sont possibles. Et il serait contradictoire d'en dessiner un à l'avance, à la place des acteurs eux-mêmes. Ici, encore une fois, c'est l'imagination institutionnelle qui doit prendre le relais et explorer les possibles, comme cela se fait d'ailleurs maintenant un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de spécialistes de l'utilisation politique d'Internet, etc. Moi-même, j'ai envisagé dans mon petit livre ce que j'appelle un parlement des modes de vie. Une telle institution pourrait être étatique, pourquoi pas, conformément, par exemple, je le rappelle, enfin j'aime à le rappeler, à l'idée originelle du général de Gaulle, qui voulait instaurer un Sénat qui soit le représentant des forces vives de la nation, et non des partis politiques. C'était ça l'idée de base. Idée finalement non retenue, mais qui survit néanmoins encore dans l'institution du Conseil économique, social et environnemental depuis une dizaine d'années. Un conseil que De Gaulle voulait fusionner avec le Sénat. Et donc, sur le mode du bicamérisme démocratique, ça c'est une idée quand même qui appartient originellement à la démocratie, hein, c'est d'avoir deux chambres. Hein. Donc sur ce mode du bicamérisme démocratique, on pourrait donc imaginer une chambre des modes de vie. Mais elle pourrait être aussi cette institution non étatique, à l'image des forums de citoyens ou de toutes des forums de citoyens, etc. Donc tout ça, il me manque une page. C'est pas grave. Donc tout ça est possible. Tout est bon, si vous voulez, qui instillera de la réflexivité dans le système et qui, par conséquent, mettra un grain de sable dans la reproduction automatique du système. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout est fait pour, là-dessus je suis d'accord avec Stigler, je pense que ce diagnostic est très juste, tout est fait pour abolir la réflexion, pour renoncer à la compréhension, pour estomper toute critique. Tout est fait pour abolir cette réflexion. Et donc, c'est dire qu'il est temps de retourner la 11e thèse de Marx sur Feuerbach, qui disait que les philosophes ont passé leur temps à comprendre le monde et qu'il est désormais temps de le transformer. Notez qu'il ne dit pas que c'est aux philosophes de le transformer, naturellement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi retourner cette thèse ? Parce qu'aujourd'hui, dans cet océan d'irréflexion dans laquelle baigne la société automatique, comprendre le monde, c'est déjà le transformer. Mais instiller de la réflexivité, de la pensée, de la critique, cela, nul ne peut le faire seul, d'où la nécessité d'institutions du commun qui pourront naturellement faire un grand usage des outils numériques, d'Internet par exemple, et il y aurait là quelque chose de joyeusement ironique d'ailleurs, puisque cela permettrait de retourner les évolutions actuelles de nos modes de vie, dont Internet est un produit, de retourner ces évolutions contre la manière dont ces modes de vie évoluent. Je reviens donc à la tâche à laquelle exhortait Marx de critiquer tout état existant, comme il disait. J'ai montré comment cette tâche était entravée par la fragmentation qui prévaut dans notre rapport au monde et par sa caution normative du grand partage public-privé, deux phénomènes qui aboutissent ensemble à la neutralisation éthique du monde qui permettent au système d'imposer ses modes de vie. Et donc, je lis l'intention critique de Marx comme une visée de défragmentation. Ce qui est d'ailleurs, ce qui n'est pas surprenant, ce qui me semble d'ailleurs cohérent avec sa pensée, puisque pour lui, tout ce qui est fragmentation est abstraction. Il identifie le terme d'abstraction qui est si important chez John Marx et plus tard d'ailleurs, veut dire au fond fragmentation, séparation.
Donc sa visée critique était une visée de défragmentation. Maintenant, dans quelle mesure critiquer tout état existant suppose-t-il une conception commune de la vie bonne? C'est un problème. Autrement dit, dans quelle mesure surmonter le partage paralysant du public et du privé oblige-t-il à subsumer le juste sous le bien, selon la fameuse distinction libérale, et de ce fait à renoncer à l'un des plus précieux piliers du libéralisme, à savoir la distinction justement entre le juste et le bien. En tout cas, en réalité, il me semble que ce que nous apprend l'évolution de nos modes de vie, c'est que la distinction publique-privée qui sous-tend l'éthique libérale ne recoupe pas ou ne doit pas recouper la distinction entre le juste et le bien. Et qu'on pourrait donc très bien, moyennant des institutions du commun, refuser, simplement parce que nous ne le voulons pas, ou nous ne le voudrions pas. On pourrait donc très bien refuser, par exemple, la robotisation intégrale de notre monde vécu, sans pour autant étouffer les droits fondamentaux des individus. La tâche critique invoquée par Marx n'implique pas tant de surmonter le partage public-privé que de surmonter son identification au partage juste-bien. Le bien ne pouvant, dans la pensée libérale, par stipulation, qu'être du ressort du privé. Rawls est là-dessus d'une grande... la pensée de Rawls est là-dessus de grand enseignement. L'État ne peut, selon Rawls, imposer une conception du bien aux individus, ni évidemment les individus les uns aux autres, mais le problème c'est que le système qui résulte de ce grand partage, ce système, lui, ne se prive pas de nous imposer sa conception de la vie bonne à travers les modes de vie qu'il engendre. Marchandisation, quantification, robotisation, silicolonisation, etc. Nous en sommes tous affectés par ces modes de vie. Donc c'est très étrange que Rawls, qui refusait absolument si vous voulez, le paternalisme de la vie bonne, où quelqu'un pourrait dire à la place de quelqu'un d'autre qu'est-ce qui est bon pour lui, donc le paternalisme est vraiment le grand ennemi de Rawls, mais en fait son système, sa pensée, son système de pensée, si vous voulez, induit un immense paternalisme du système, parce que le système, du coup, nous impose effectivement ces modes de vie. Et nous ne pouvons pas lutter là contre ces phénomènes engendrés par le système au nom de la justice, ce que devrait faire le libéralisme, parce que ce n'est pas la justice qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la vie et la société que nous voulons. Et ça, c'est une question dont les modes de vie tels qu'ils s'imposent aujourd'hui nous dépossèdent. Le défi démocratique d'aujourd'hui est de nous les réapproprier. Et il me semble que seule une institution capable d'assumer cette tâche nous fera accéder à un nouveau palier de l'âge démocratique. Merci beaucoup.